Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. À Washington, le Liban et Israël tiennent une nouvelle session de pourparlers sous médiation américaine. Objectif pour Beyrouth, obtenir une prolongation d'un mois de la trêve entrée en vigueur le 17 avril dans un contexte marqué par des violences persistantes et des négociations encore fragiles. À Washington se tient une nouvelle réunion préparatoire aux négociations directes entre le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis. Il s'agit de la deuxième réunion du genre après celle du 14 avril. Les ambassadeurs américains au Liban et en Israël seront également présents. Côté libanais, l'objectif est clair, obtenir une prolongation d'un mois du cessez-le-feu. Une demande portée par la délégation dirigée par le diplomate Simon Karam, alors que la trêve actuelle reste fragile sur le terrain. Le président Joseph Aoun insiste, ces négociations doivent permettre un arrêt total des hostilités et le retrait des forces israéliennes du sud du Liban. En face, Israël affiche une position plus nuancée. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, affirme qu'il n'existe pas de désaccord sérieux avec Beyrouth, tout en désignant le Hezbollah comme principal obstacle à toute normalisation. Ces discussions interviennent alors que les tensions persistent. Malgré la trêve, les frappes israéliennes se poursuivent dans le sud du Liban, causant de nouvelles victimes, dont une journaliste, Amal Khalil, tandis que le bilan matériel s'alourdit, plus de 62 000 logements détruits ou endommagés en 6 semaines de guerre. Sur le terrain, l'armée israélienne maintient également une présence dans une zone dite de défense avancée, une ligne de séparation contestée, régulièrement le théâtre d'incidents. Le Hezbollah, absent des négociations, continue lui aussi de dénoncer des violations du cessez-le-feu et a récemment revendiqué une attaque dans cette zone. Dans ce contexte, Washington joue un rôle central de médiateur. Autour de la table, les ambassadeurs des deux pays, mais aussi plusieurs responsables américains dont le secrétaire d'État Marco Rubio. Au-delà de la prolongation de la trêve, ces discussions pourraient ouvrir la voie à un processus plus large avec l'objectif affiché d'une paix durable. Mais sur le terrain, la réalité reste tout autre. Opérations militaires, tensions régionales et absence de consensus rendent la trêve plus fragile que jamais. Au lendemain de la guerre, le Liban ne pense pas seulement ses blessures humaines et économiques. Sous la surface, un autre combat se joue, celui de la nature, profondément marqué par les destructions. Selon un rapport du Conseil national de la recherche scientifique, les écosystèmes libanais ont subi des dommages majeurs. Des milliers d'hectares de terres agricoles et de forêts ont été brûlés, altérant durablement la biodiversité et les cycles naturels. Le sol, pilier invisible de la sécurité alimentaire, est aujourd'hui contaminé. Les analyses révèlent la présence de métaux lourds et de résidus toxiques issus des explosions. Résultat, une fertilité réduite et des risques accrus pour la santé humaine. Dans l'air, les conséquences sont tout aussi préoccupantes. Les bombardements ont libéré des particules fines et des substances chimiques, dégradant la qualité de l'air et augmentant les risques respiratoires pour les populations. L'eau, elle aussi, n'a pas été épargnée. Les ressources hydriques ont été contaminées par les débris et les polluants, tandis que les écosystèmes marins, bien que relativement stables, subissent des impacts indirects, notamment sur la pêche et les moyens de subsistance. Face à ce constat, les scientifiques proposent une feuille de route ambitieuse pour restaurer les équilibres écologiques. Priorité, la réhabilitation écologique. Cela passe par la restauration des sols, la reforestation et la protection des écosystèmes sensibles. Le rapport insiste également sur des solutions fondées sur la nature, utiliser les capacités naturelles des écosystèmes pour se régénérer, tout en limitant les interventions lourdes. Autre enjeu crucial, la gestion des débris de guerre. Des millions de tonnes de gravats doivent être traités pour éviter une pollution durable des sols et des nappes phréatiques. Le coût de cette construction environnementale est estimé à plus de 400 millions de dollars. Un investissement indispensable pour garantir un avenir durable. Car au-delà de la reconstruction, c'est une question de résilience. Restaurer la nature, c'est aussi restaurer la capacité du Liban à vivre, produire et se projeter. La guerre laisse des cicatrices visibles, mais ces impacts invisibles, eux, pourraient durer des décennies. La science est aujourd'hui claire.
Sans action rapide, la crise environnementale pourrait devenir l'une des conséquences les plus durables de ce conflit. Dans le détroit d'Ormuz, point névralgique du commerce mondial, la tension est montée d'un cran. Ce passage stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial reste paralysé. Selon des estimations du Pentagone, le déminage complet de la zone pourrait prendre jusqu'à 6 mois, un délai qui alimente les inquiétudes sur les marchés énergétiques. Résultat, les prix du pétrole restent sous pression, franchissant à nouveau la barre des $100 dans un contexte d'incertitude persistante. Sur le terrain maritime, le CENTCOM affirme avoir contraint plus de 30 navires à faire demi-tour dans le cadre du blocus américain contre l'Iran. En réponse, Téhéran maintient une ligne dure. Les autorités iraniennes excluent toute réouverture du détroit tant que le blocus de leur port se poursuit et ont récemment saisi 2 navires dans la zone. Sur le plan diplomatique, les négociations restent au point mort. Le président Donald Trump évoque une reprise possible des discussions sans calendrier précis. Mais les tensions ne se limitent pas à la mer. En Iran, un homme a été exécuté pour espionnage présumé au profit d'Israël dans un climat de répression accrue depuis le début du conflit. L'Iran a aussi annoncé la saisie de 2 navires tentant de franchir ce passage stratégique par lequel transite habituellement près de 20% du pétrole mondial. Une décision qui s'inscrit dans un bras de fer avec les États-Unis, accusés par Téhéran de maintenir un blocus sur ses ports. De son côté, Washington tente de désamorcer la crise. La Maison-Blanche affirme que cette saisie ne constitue pas une violation au cessez-le-feu, les navires concernés n'étant pas américains ni israéliens. Dans ce contexte, la reprise des négociations entre Washington et Téhéran reste incertaine. Aucune délégation n'a encore été confirmée pour de nouveaux pourparlers, malgré les efforts de médiation, notamment du Pakistan. Le président Donald Trump a prolongé la trêve sans fixer de calendrier précis, laissant planer le doute sur la suite du processus diplomatique. À Chypre, les dirigeants européens se réunissent pour un sommet marqué par 2 priorités, le soutien à l'Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, tandis que les Européens tentent de faire face aux conséquences économiques et diplomatiques d'une crise régionale qui continue de peser lourdement sur le continent. À Ayia Napa, sur les rives de la Méditerranée, les dirigeants européens se retrouvent dans un contexte international sous haute tension. Au cœur de ce sommet, l'Ukraine. Après des mois de blocage, l'Union européenne valide un prêt de 90 milliards d'euros destiné à soutenir Kiev jusqu'en 2027. Une décision rendue possible après la levée du veto hongrois dans un climat politique européen en recomposition. La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky donne à ce sommet une forte portée symbolique. Pour Bruxelles, il s'agit d'afficher une unité retrouvée face à la Russie. Mais au-delà du dossier ukrainien, c'est bien le Moyen-Orient qui s'impose comme l'autre priorité. Les Européens s'inquiètent des répercussions économiques du conflit, notamment après le blocage du détroit d'Ormuz, passage clé pour l'approvisionnement mondial en énergie. En quelques semaines, la facture énergétique de l'Europe a bondi de plusieurs milliards d'euros, fragilisant des secteurs entiers comme l'industrie ou l'agriculture. Face à cette situation, les 27 misent sur la coordination et la diplomatie. L'objectif affiché, soutenir les efforts de désescalade et éviter un embrasement plus large. Mais malgré ces ambitions, les marges de manœuvre restent limitées. Entre contraintes budgétaires et divisions internes, l'Union européenne avance avec prudence. Et dans les couloirs du sommet, une autre question s'impose déjà. Comment financer les priorités de demain, alors que les discussions sur le futur budget européen s'annoncent particulièrement tendues? L'Europe tente de maintenir l'équilibre, dans un contexte plus incertain que jamais, rythmé par la solidarité avec l'Ukraine, la crise énergétique et l'instabilité régionale. En Chine, les acteurs du Made in China espèrent un apaisement commercial à l'approche de la visite annoncée de Donald Trump. Dans un contexte de tensions douanières persistantes entre Washington et Pékin, industriels et commerçants misent sur ce déplacement pour relancer leurs exportations vers les États-Unis.
Dans les allées animées des marchés de gros de Canton, au sud de la Chine, l'ambiance reste dynamique, mais les inquiétudes sont bien présentes. Ici, au cœur de la province du Guangdong, moteur industriel du pays, les commerçants ressentent encore les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les droits de douane ont fortement augmenté, atteignant jusqu'à 145% sur certains produits chinois. Résultat, les commandes américaines se raréfient. Pour certains vendeurs, les clients venus des États-Unis ont presque disparu. Malgré une trêve partielle sur les taxes conclue avec Xi Jinping, la reprise se fait attendre. Dans ce contexte, la visite annoncée du président américain suscite autant d'espoir que de prudence. Certains y voient une opportunité de relancer le dialogue et de briser la glace entre les deux puissances économiques. D'autres restent plus sceptiques, évoquant une politique commerciale imprévisible. Car au-delà des exportations, c'est toute la chaîne économique qui est impactée. Hausse des coûts des matières premières, incertitudes géopolitiques, les tensions internationales pèsent sur l'activité. Dans les marchés, les vendeurs s'adaptent. Vente en ligne, diversification des clients, nouveaux débouchés, chacun tente de limiter les pertes. Mais tous partagent le même souhait, stabilité et visibilité. Car dans cette guerre commerciale, beaucoup le disent clairement, il n'y a pas de gagnant. Et à Canton, une question domine désormais, la visite de Donald Trump permettra-t-elle réellement d'apaiser les tensions ou ne sera-t-elle qu'une étape de plus dans un rapport de force qui dure? À New York, cette fois, les candidats à la succession du secrétaire général de l'ONU ont présenté leur vision devant les États membres. Tous placent la paix au cœur de leurs priorités dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits et une remise en question du rôle des Nations unies. À quelques mois d'une échéance clé pour l'ONU, les prétendants au poste de secrétaire général ont déjà dévoilé leurs priorités. Pendant 2 jours d'audition à New York, 4 candidats se sont succédés. Michelle Bachelet, Raphaël Grossi, Rebecca Greenspan et Macky Sall. Un message commun se dégage. Face à un monde marqué par un nombre record de conflits, l'ONU doit redevenir un acteur central de la paix. Tous appellent à un rôle plus actif du futur secrétaire général, être présent sur le terrain, prendre des initiatives et peser davantage dans les négociations internationales. Pour certains, il faut aller plus loin. Rebecca Greenspan, costaricaine d'origine libanaise, plaide pour une organisation prête à prendre des risques, estimant que l'ONU est devenue trop prudente face aux risques. Mais derrière ces déclarations, une réalité diplomatique s'impose. Les candidats évitent soigneusement les positions tranchées sur les conflits en cours, notamment au Moyen-Orient ou en Ukraine. Car au final, ce sont les grandes puissances qui décideront. Le futur secrétaire général devra obtenir le feu vert du Conseil de sécurité, où les 5 membres permanents disposent d'un droit de veto, États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et France. Un processus souvent critiqué pour son manque de transparence. Dans les coulisses, certains diplomates se montrent sceptiques. Pour eux, le choix final se joue loin des auditions publiques, dans des négociations politiques entre grandes puissances. Au-delà des profils, un défi majeur attend le futur dirigeant. Restaurer la crédibilité d'une organisation fragilisée, à la fois financièrement et politiquement. Et dans un monde en crise, une question demeure. L'ONU peut-elle encore peser sur le cours des conflits, ou doit-elle se réinventer pour rester pertinente ? Et enfin, une note japonaise. Au Japon, derrière l'esthétique spectaculaire du théâtre kabuki, un savoir-faire discret joue un rôle essentiel, celui des maîtres perruquiers. À Tokyo, ces artisans perpétuent une tradition ancestrale indispensable à la transformation des acteurs et à la magie de la scène. À Tokyo, dans les coulisses du théâtre du Kabukiza, chaque représentation commence bien avant le lever du rideau. Au cœur de cette préparation minutieuse, les perruquiers. Des artisans invisibles mais essentiels, sans lesquels le kabuki ne pourrait exister. Tadashi Kamoji, maître perruquier depuis plus de 40 ans, façonne chaque coiffure avec une précision extrême. Devant lui, un acteur en kimono attend. En quelques gestes, la transformation opère. Dans le théâtre kabuki, la perruque n'est pas un simple accessoire. Elle incarne le personnage. Âge, statut social, personnalité, tout passe par les cheveux.
Chaque modèle est unique, souvent fabriqué à partir de cheveux naturels, puis coiffé à la main pendant des heures, parfois des jours. Pour les acteurs, cette étape est déterminante. Sans perruque, impossible d'entrer pleinement dans le rôle. En coulisses, maquillage, costume, puis vient la touche finale. Une fois la perruque posée, l'acteur devient véritablement son personnage. Aujourd'hui encore, cet art se transmet de génération en génération. Un savoir-faire exigeant, où la maîtrise s'acquiert au fil d'une vie. Et même après des décennies, les maîtres continuent d'apprendre. Sur scène, les applaudissements sont pour les acteurs. Mais dans l'ombre, les perruquiers savent qu'une part de cette ovation leur appartient. Car dans le kabuki, la magie ne se voit pas seulement, elle se construit mèche après mèche. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci et bonsoir.